Imaginez l'immensité des Grands Lacs d'Amérique du Nord en 1675. Sur les eaux froides navigue le Griffin, le navire de l'explorateur Robert de La Salle. À son bord se trouve le père Louis Hennepin. Ce missionnaire est le tout premier Belge à poser le regard sur les rivages sauvages du Wisconsin. Pendant près de 200 ans, aucun autre de ses compatriotes ne foulera ces terres. La forêt reprendra ses droits, gardant jalousement ses secrets. Jusqu'à ce qu'un peuple affamé et désespéré ne décide de traverser l'océan pour venir la conquérir. Voici l'épopée ultime, tragique et glorieuse des Wallons du Wisconsin. Une histoire d'Eldorado promis, de sueur, de miracles et de briques rouges. Bienvenue dans les histoires de Papa Mika. Nous sommes en 1853 dans les provinces du Brabant et de Namur en Belgique. Le mildiou ravage les champs de pommes de terre. L'industrie locale décline, la terre est morcelée et la faim tenaille les ventres. C'est alors que parvient une incroyable nouvelle. Le gouvernement américain vend des terres fertiles dans le Wisconsin pour la somme dérisoire de 1,25 $ l'acre. 10 modestes familles d'agriculteurs décident de tout vendre. Guidés par le père Dams, un prêtre francophone, ils s'enfoncent à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Green Bay. Ils y découvrent une forêt primitive d'une densité effrayante. C'est là qu'ils fondent leur première colonie, baptisée fièrement aux premiers Belges. Ces pionniers ouvrent la voie à une vague migratoire massive. On estime que 10 000 Wallons les rejoindront dans la décennie précédant la guerre de sécession. Bien que le chiffre de 15 000 soit aussi fréquemment cité par les historiens. L'Eldorado n'est qu'une illusion de papier et pour survivre, il faut se battre contre les arbres. Les familles défrichent à la hache, bâtissent des abris de fortune en rondins et marchent des dizaines de kilomètres à travers des bois pour ramener de lourds sacs de farine depuis des moulins. Dans cette agonie, une aide inattendue surgit. Le gouvernement américain avait forcé les tribus indiennes locales à se déplacer bien avant l'arrivée des Belges. Pourtant, quelques familles amérindiennes étaient restées. C'est une magnifique histoire de solidarité. Ces quelques natifs prennent les Wallons sous leur aile. Ils leur apprennent à entailler les arbres pour le sirop d'érable, à chasser, à fumer la viande pour l'hiver et à tanner les peaux. En 1958, après des années d'un labeur éreintant et de dos brisés, les pionniers décident qu'il est temps de célébrer et de s'amuser. Le village de Rosières va donc organiser la première kermesse. Après une messe d'action de grâce, la musique bat son plein durant 3 jours, on y joue aux cartes et on y déguste la nourriture du pays, le boya, la tradition est née. Si cette plongée vertigineuse dans l'histoire de nos ancêtres vous captive, prenez une seconde pour liker cet épisode et vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir et surtout, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. Je vous y attends avec impatience. Reprenons le cours de cet épisode. L'année 1859 marque un tournant spirituel majeur. Une jeune immigrée belge, Adèle Brice, affirme avoir vu la Vierge Marie. Une chapelle est alors érigée à Champion. Autrefois connu sous le nom de Notre-Dame de Bon Secours, le site a été rebaptisé The National Shrine of Our Lady of Champion lorsque l'Église catholique a enfin officiellement reconnu l'apparition en 2010. C'est le seul site du genre d'ailleurs aux États-Unis. Et le détail fascinant que les locaux adorent rappeler, c'est que la Vierge s'est adressée à Adèle en wallon. Mais le fracas des armes vient briser cette ferveur. En 1861, la guerre de sécession éclate. La conscription frappe les colons belges de manière disproportionnée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne parlent pas anglais et ignorent tout de leurs droits. Lorsqu'ils réalisent l'injustice de la situation, ils s'y opposent farouchement. Cet événement est un électrochoc. Les Wallons comprennent l'importance du gouvernement local et commencent dès lors à s'impliquer en politique pour élire leurs propres candidats. Pendant que certains hommes partent au front, les femmes wallonnes prennent les rênes des fermes, labourant les champs avec une force de caractère inouïe. Puis vient l'apocalypse. Le 8 octobre 1871, le grand incendie de Peshtigo dévaste la région. On estime que 200 à 300 personnes meurent sur la rive de la baie de Green Bay, bien qu'il soit très difficile de savoir combien d'entre elles étaient belges. Contrairement à la légende, la forêt n'est pas totalement rayée de la carte. De vastes portions brûlent, mais beaucoup d'arbres survivent ou repoussent. L'ingéniosité wallonne se révèle alors. Les pionniers utilisent les immenses troncs d'arbres carbonisés pour construire. Aujourd'hui encore, on retrouve ce bois brûlé dans des granges historiques et même dans la structure de l'ancienne église qui abrite aujourd'hui le Belgian Heritage Center. L'économie, elle, ne devient pas purement agricole du jour au lendemain.
L'exploitation forestière et les scieries restent vitales pendant des années, même si le feu a grandement accéléré la transition vers l'agriculture. C'est à cette époque que naît l'architecture locale distinctive. Des maisons à 2 étages, en briques ou en dolomite, avec leur fameux oculus, un œil de bœuf sous le toit. La résilience wallonne va accoucher de figures historiques majeures. Dès 1872, Michel Johannes fonde une entreprise d'épicerie en gros qui nourrira tout le nord de l'État. En 1893, le père Bernard Pennings arrive de Hollande, reconstruit l'école paroissiale, les fidèles payant en sacs de grains, et fondera le prestigieux St Norbert College. En 1907, le docteur Julius Belin, fils d'émigrés belges, transforme une petite maison en un hôpital révolutionnaire, le Belin Health System. Et comment oublier en 1919 Earl Curly Lambeau, dont les grands-parents venaient de Wallonie, fonde les légendaires Packers de Green Bay, inscrivant l'ADN belge dans le sport américain. Aujourd'hui, un combat acharné est mené pour sauver cette culture et je tiens à remercier vraiment du plus profond de mon cœur le Belgian Heritage Center pour la préservation de cette mémoire et surtout pour les précieuses données historiques officielles m'ayant permis de construire ce récit. Ouvert au public en 2011 dans l'ancienne église de Namur, dans le Wisconsin, le centre s'est agrandi en 2018 lorsque le Peninsula Belgian American Club lui a fait don de l'ancienne école, couvent et d'une chapelle de bord de route. Ce lieu est le cœur battant de la communauté. D'ailleurs, de grands efforts sont en cours pour empêcher la mort de la langue wallonne. Le centre s'apprête à lancer un site web, wisconsinwalloon.org, dédié à la sauvegarde du dialecte, compilant des histoires orales, des chansons, des prières et même des vidéos d'apprentissage. La morale de cette histoire, l'aventure des Wallons du Wisconsin nous rappelle que l'identité d'un peuple est un héritage vivant, forgé par l'adversité et sauvé par la mémoire. Face au feu, à la guerre et à l'assimilation, ces pionniers ont gravé leur culture dans les troncs carbonisés et les briques rouges. Aujourd'hui, grâce à des passionnés qui refusent l'oubli, l'âme wallonne continue de résonner au cœur des plaines américaines. C'était les histoires de Papa Mika. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres récits. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèles à ce podcast et je vous souhaite une excellente journée.